Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Est-ce que c'est ok pour toi? Ouais, très bien, ouais. Bon, on est parti alors. Alors, vas-y. Merci de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Tu le sais, nous sommes dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton métier secret durant notre échange. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. Alors, justement, comme je le disais, en ce moment, c'est une période un petit peu compliquée, juste parce qu'on vient d'avoir un deuxième enfant, il y a 3 mois, que passer toute l'euphorie, justement, de la naissance et toute l'excitation, etc. Il y a aussi un moment où ça redescend un petit peu. On est en train d'entamer le 4e mois de sa vie. Et c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup de cette excitation première qui est en train de redescendre, et aussi tout le quotidien à gérer autour, le quotidien de son travail, mais aussi voilà, de comment on se sent, comment les choses fonctionnent, le quotidien du couple aussi, qui est beaucoup affecté par ça. Et c'est quand même, ouais, il y a un gros défi aussi derrière qui est en train de se profiler. Bien sûr, on le savait, on se préparait, etc. Mais c'est toujours différent, c'est toujours pas exactement la même chose auquel on peut s'attendre en fonction justement de là où on est, voilà, de quel moment de sa vie aussi on est en train de parcourir. Ça s'est passé comme ça avec ta première fille? Alors avec notre première fille, c'était un double bouleversement, parce que c'était le bouleversement du Covid d'abord. Ok. Qu'on était complètement isolés. Voilà, c'était une sacrée expérience parce qu'on vivait sur un bateau à l'époque. On était sur une petite péniche à Londres. On avait prévu justement d'avoir le bébé sur le bateau un petit peu. Et puis Covid, et là on a dû changer On a vendu le bateau, on est parti à la campagne dans le Yorkshire pour s'installer là-bas, avec l'offre de l'oncle de ma compagne qui nous avait dit si vous voulez, je peux vous mettre à disposition mon cottage qui est libre, pour que vous puissiez avoir votre enfant tranquille et après réfléchir à la suite. Et donc on est parti, on était entouré de moutons, etc. Et on voyait personne pendant 3 mois. Donc les premiers mois de la vie de notre fille, c'était seul, et c'était nulle part. Ouais. Donc c'était aussi, c'est vrai que quand même quand on a un enfant aussi, on réalise ce qui se passe, parce que voilà, on passe beaucoup de temps aussi avec les autres, et c'est les autres aussi qui nous font prendre conscience du fait qu'on est devenu parents, du fait que, et là c'était tout comme avant, sauf qu'on avait un enfant et qu'on était complètement isolé au milieu de nulle part. Donc c'était quelque chose. Une sacrée aventure. Ouais. Donc là, tu repars sur une aventure. Voilà, enfin, mais une autre, parce que du coup, il y a beaucoup la vie continue autour, beaucoup plus normalement qu'avant. Donc du coup, c'est gérer ça aussi, c'est gérer justement le quotidien. Qu'il n'y avait pas eu avant. Ouais. Où c'était pour le coup vraiment une coupure, une immersion totale. Alors que là, c'est une immersion, mais avec aussi tous les aléas de la vie autour, quoi. Ok, ouais, je pense qu'on va passer un bel épisode. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes? Alors, on est dans le bureau, bureau, c'est une petite chambre de bonne qui a été aménagée en bureau, principalement d'ailleurs pour ma compagne, parce qu'elle travaille à la maison. Là, ces derniers mois, j'y ai passé beaucoup de temps aussi, parce que comme elle était en congé maternité, j'ai pu aussi moi passer du temps ici. Au-dessus de nous, il y a un lit en mezzanine qu'on a repeint en bleu. On a repeint toute la salle en jaune et bleu. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, mais en tout cas. Si, c'est cool, hein. Moi j'aime bien. Ouais, voilà, nous on voulait un petit peu égayer tout ça. Et après, voilà, on a une vue qui est assez chouette sur les toits de Marseille. Et donc du coup, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir passer un petit peu de temps ici parfois pour décompresser, pour y voir un peu plus clair dans ce qu'on est en train de faire, dans son travail. Ouais, c'est un petit nid au-dessus de notre appartement. Ouais, c'est cool. Voilà. C'est vrai que la vue est sympa, quoi. Ouais. Terrasse et tout. Ouais. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Oui. Et pour partir au hasard de la discussion, je vais te laisser tirer un dé. Ouais. Alors je prends tous les dés ou je prends... Un seul, c'est bien. Un seul, d'accord. Jaune.
Jaune. Est-ce que c'est ta couleur préférée? J'aime beaucoup le jaune. Est-ce que ce dé te convient? Très bien, c'est parfait. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup le jaune. Le soleil. Voilà. Soleil, et on est dans la pièce jaune. Exactement. On a 6 thématiques. Ouais. Est-ce que tu veux que je te dise les thématiques? Vas-y, rappelle-moi. Ok. Ouais. L'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Je te laisse partir au hasard de la discussion en lançant le dé. Ça va. Réussir sa vie. Oh là là. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, je pensais qu'on allait partir sur la famille, mais non, c'est vrai. Bah écoute, si tu fais 4, ce sera peut-être la famille. D'accord, enfin, ce sera la famille, ça sera peut-être plus tard alors. Qu'est-ce que la réussite signifie pour toi? C'est une bonne question. Je me la pose souvent cette question d'ailleurs. Je pense que réussir sa vie, c'est un équilibre assez délicat à trouver entre plein de choses, à la fois professionnelles, à la fois amicales, familiales. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de paramètres à essayer de configurer comme ça. Et parfois, on sent qu'on est un peu trop sur une thématique, et puis après, on essaye de rééquilibrer tout ça. Et c'est vrai que cet aspect-là de la réussite, enfin de ce que je pourrais considérer comme étant une réussite, c'est vrai que c'est toujours très très délicat à trouver, je trouve. Et puis en fonction aussi de ce que les gens aussi de ce qu'ils attendent aussi de nous, ou ce qu'on a l'impression qu'ils attendent de nous. Donc du coup, c'est vrai que... Tu prêtes beaucoup d'attention à ça? Beaucoup trop, je pense. C'est quelque chose sur lequel j'essaye justement un petit peu de me libérer un petit peu du regard des autres et de la façon dont les gens peuvent considérer ce que je fais ou ce que je dis, ou des choses comme ça. Dans ta vie pro et perso? Ouais, les deux en fait. Je pense que c'est très très mélangé. Je pense que ce que je fais aussi, c'est beaucoup aussi... ça vit beaucoup aussi dans le regard des autres, justement. Okay. Donc, ça, tu nous dis à la fin. Je te le dis pas. Pas de spoiler. Hein. Voilà, exactement. Mais du coup, c'est vrai que dans ma vie perso aussi, je pense que ça prend aussi une part très importante. Et parfois, je me pose la question. Je me dis comment essayer de se débarrasser justement de la façon dont les gens nous perçoivent. Et t'as la réponse? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, non, mais c'est un peu une espèce de réflexion sur le long terme, je pense. Voilà. Et on va voir ce que ça... Mais en tout cas, c'est déjà prendre conscience de ça, prendre conscience qu'on est quand même beaucoup enfermé par le regard des autres aussi parfois, et qu'on a l'impression aussi que les gens nous jugent ou nous regardent d'une certaine façon, et puis d'essayer de se débarrasser de ça en se disant mais en fait on sait pas du tout la façon dont les gens nous perçoivent. On peut pas contrôler ça en fait. Est-ce que tu as un truc justement pour te prendre du recul par rapport à ça et te dire... En fait, non, c'est juste que récemment, j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience du fait que quand même le regard des autres pour moi avait une part très importante, trop importante je pense, et que ça me faisait agir d'une certaine façon, que ça me faisait... j'y attachais trop d'importance. Et du coup, là maintenant j'essaye de me dire, bon, je vais aller un petit peu dans des terrains où justement j'ai l'impression que les gens vont me juger ou vont me regarder d'une certaine façon, et je vais essayer de me libérer de ça, je vais essayer de faire une espèce d'abstraction de ça, et de me retrouver juste avec moi-même et de voir ce que ça fait en fait d'être seul. T'es sur le début du chemin. Voilà, exactement, ouais. Okay. Je pense. On refera un échange comme ça dans un an. Ouais, exactement. On verra comment ça... Non, mais parfois je me dis, c'est vrai que ça doit être agréable d'être chez soi et de se dire bon voilà, je suis avec moi-même, j'ai pas besoin du regard des autres, quoi. Comment tu gères l'échec sur le chemin de cette réussite? L'échec, en fait, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'échecs au début, je pense, parce que justement, je pense que l'échec fait partie aussi de la trajectoire de vie qu'on a à chacun. Et les échecs, sur le moment, bien sûr, on les vit de manière très très intense, très très douloureuse, etc. Mais avec le recul, on se dit non, mais en fait, cet échec, il a été nécessaire, il a été formateur. Donc l'échec, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je me suis toujours dit, je vais essayer des choses dans la vie qui vont faire que ça va peut-être pas marcher ou pas plaire ou pas fonctionner à plusieurs points de vue. Mais à travers ça, je vais comprendre en fait. Mais tu tentes quand même. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Je suis obligé, je pense. Okay. La nature de ce que je fais que il faut essayer. Voilà, exactement. Alors du coup, ce qui est drôle, c'est que
le regard des autres est important pour toi, mais l'échec ne te fait pas peur et tu tentes quand même. Ouais. Malgré après, je dis ça peut-être avec le recul aussi. Hein. Okay. Sur le moment, je pense que je dois être un peu flippé. Assez flippé, paralysé, mais il faut le faire. Ouais, je pense que c'est quelque chose. Donc, t'as bien avancé sur le chemin déjà. Voilà, exactement. Peut-être plus que ce que j'imagine. Ouais, exactement. On passe à une deuxième thématique. Allez, mais c'est bien de se lancer dans un autre thème aussi parce que j'y pense tellement. Le handicap. Ok. Pour toi, qu'est-ce que le handicap ou que considères-tu comme un handicap? C'est vraiment une espèce de thèse philosophique là que tu nous offres. Qu'est-ce que le handicap et qu'est-ce que tu considères comme un handicap? Qu'est-ce que tu peux considérer comme un handicap? Je pense que déjà le handicap, oui, alors il y a le handicap physique, le handicap, mais je pense qu'on est tous arrêtés aussi dans ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, justement par des espèces de traumatismes ou de choses qui sont restées un petit peu de quand on était plus jeune. Et le handicap, c'est justement essayer de passer outre ces choses qui font obstacle ou qui nous disent qu'on peut pas ou qu'on peut pas y aller ou qu'on peut pas le faire, ou c'est ce qu'on s'autorise en fait. Et c'est vrai que souvent je pense le mental joue comme un obstacle et nous dit mais non tu peux pas, ou non ça t'arriveras pas, ou ça c'est pour moi c'est quand tu dis handicap je pense à ça. Et après aussi parce que j'ai la chance de pas avoir un handicap physique, mais je vois par exemple je passe quand même pas mal de temps avec des personnes âgées dans une pension de famille qui est pas très loin d'ici. Et là je vois effectivement aussi ce que le handicap peut représenter pour eux. Et dans le quotidien, c'est-à-dire de pas pouvoir aller se chercher quelque chose en bas de la rue parce qu'ils ont trop mal ou ils peuvent plus marcher. Ça, c'est vrai de voir ça aussi, on prend conscience aussi de la facilité avec lesquelles on peut faire certaines choses et qui peut représenter une montagne aussi pour d'autres, quoi. C'est toujours hyper enrichissant justement de passer du temps avec des gens où on se rend compte de la chance qu'on a aussi de pouvoir, ne serait-ce que se déplacer en fait, ne serait-ce que de pouvoir descendre et aller chercher une baguette de pain. Parfois je me dis ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour le faire, ils ont besoin et que chaque jour en fait pour eux c'est vrai que c'est un espèce de défi de se dire est-ce que je vais réussir à me lever pour pouvoir aller me déplacer dans la rue, faire une course. Et quand ils le font, je vois que le moral déjà est bien meilleur, quoi. Et toi, dans ton quotidien, tu parlais de blocage ou dépasser du coup le blocage que tu peux avoir ou qu'on peut avoir par rapport à des schémas vécus avant. Est-ce que tu as un exemple concret? Non, mais je pense que en fait il y a un handicap, je pense qu'on part tous avec un handicap un peu émotionnel déjà de base, selon justement si on a appris à ressentir certaines choses ou pas. Et je pense que dans l'éducation de chacun, je pense qu'il y a quand même une part aussi je pense que en fait quand on grandit, souvent on nous met justement des espèces de limites, de choses, ou alors même on nous dit ça tu peux pas le dire, ou tu peux pas le ressentir, ou tu peux pas. Et du coup on se bloque un petit peu, on se dit non ça je peux pas le faire, ou ça je peux pas. C'est arrivé de dépasser un truc on t'avait dit de pas faire, ou tu réussirais pas, et de le faire, de dire en fait je le fais? Je pense que c'est un apprentissage. Je pense que vraiment c'est l'apprentissage de toute une vie, je pense, de justement de se rendre compte de ce qu'on a pu dépasser. Là tout à l'heure, tu vois, je te parlais des échecs, mais c'est maintenant que je peux dire ça. C'est pas sur le moment. Sur le moment. Dans ton chemin, mais c'est comme tout à l'heure en fait. Voilà, t'étais au début du chemin, mais en fait, en rediscutant derrière, en fait, t'as quand même bien avancé. Exact. Ouais, peut-être. Mais c'est vrai que sur le moment, on se dit pas ça. Sur le moment, on se dit c'est le chemin qui continue, et là je suis vraiment dans le bourbier justement du chemin, j'arrive pas à trouver la voie, ou j'arrive pas à trouver une explication. C'est vrai que souvent je suis dans cet état-là, je pense, de quelqu'un qui a l'impression d'être dans le bourbier du chemin, et après je me retourne, je me dis en fait ça va, il s'est passé plein de choses, j'ai appris plein de choses. J'ai vécu plein de choses super, mais sur le moment, j'arrive pas à me dire ça. C'est pour ça que quand tu me poses la question, là, j'ai du mal à... Si jamais ça vient durant notre échange, tu lèves la main, tu fais non, c'est bon. Exactement. Exemple. Ouais. Je pense que ça va revenir.
Mais c'est vrai que même en écoutant, tu vois, les podcasts que tu fais, tout ça, je me dis à chaque fois, ouais, les gens, quand même, ils ont un sacré recul sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont réussi justement à dépasser ou pas. Et j'admire beaucoup ça, de savoir, en fait, de se dire, bon, ben ça, j'ai réussi à dépasser cette peur ou cette anxiété. Et je me dis, est-ce que ça marche comme ça? Est-ce qu'il y a des déclics? Est-ce qu'il y a des moments où, en fait, d'un coup, on se rend compte que ça, on a réussi à s'en libérer? Ou est-ce que c'est beaucoup plus tard, en fait, qu'on arrive à se dire, ah non, mais j'étais comme ça, en fait, il y a 5 ans, ou j'étais comme ça il y a 10 ans, et maintenant, plus du tout, en fait. Et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment un processus de quelque chose dont on se libère peu à peu, et qui prend beaucoup de temps, et beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer, ou ce que la société veut nous faire croire. C'est vrai que souvent, on entend des interviews, justement, ou des entretiens, où les gens, on a l'impression qu'ils ont trouvé la clé de la vie, et que ça a été assez rapide, mais en fait c'est un temps infini en fait. C'est l'histoire d'une vie. Voilà, exactement. Vraiment, je pense. Et c'est ça qui est aussi fascinant, c'est ça qui fait que la vie est hyper intéressante. C'est que t'apprends. Voilà, exactement. On apprend et on est sur le chemin continuellement, et c'est que après, je pense, vraiment bien après qu'on se rend compte de ce qu'on a pu laisser ou de ce qu'on a pu semer. Et là, par exemple, c'est vrai qu'avec mes enfants aussi, je me dis, j'ai aucune idée en fait de ce que je sème avec eux, de ce que je vais leur laisser. J'espère que je leur laisserai quelque chose, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais leur laisser? Ouais. C'est quoi? On va basculer directement sur la famille sans avoir direct idée. Et je te pose cette question, qu'est-ce que tu aimerais leur laisser juste? Bah déjà, la première chose qui est essentielle, on en a parlé un petit peu en début de notre entretien, mais oui, l'amour, je pense que ça c'est quand même la base, le truc qui est essentiel, quoi. Ce lien, cette façon de vivre les choses sans les dire, en fait, sans forcément, mais de sentir, pour qu'eux sentent ce lien vraiment de manière naturelle, sans qu'ils aient à se poser cette question de est-ce que vraiment j'ai ça? Bien sûr, c'est évident. Et ça, je pense que ça passe par justement un espèce de... Tu veux qu'on arrête un petit peu à cause du chien? Non, c'est bien, il fera partie de l'épisode. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de chien en plus dans cet immeuble. C'est vrai? Bah, tu vois, c'était pour toi, je pense. C'était pour notre épisode. C'est comme ça, et c'est très bien. Non, mais que du coup, c'est vrai que je sais plus où j'en étais. T'étais sur l'amour des enfants. Ouais. Et ma question, c'était qu'est-ce que tu souhaitais leur laisser? Ouais. Et après, voilà, en fait, s'il y a cet amour, s'il y a cette base-là, et la sensation que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, on est là pour eux, et on est là pour les accompagner, et qu'on les laissera pas dans la mouise, quoi. On est vraiment attentifs aussi. Du coup, c'est vrai que je fais en sorte de passer beaucoup de temps avec eux, justement, pour qu'ils sentent en fait cette présence-là dès le départ, de se dire, voilà, c'est que mon papa est là, et que parfois, dans les moments où j'en aurais besoin, peut-être il sera là, justement. Donc de leur faire comprendre ça, en fait. Vraiment de leur dire, je suis là. Et d'être là, c'est un investissement. Les fameux 3 piliers. Voilà. Tu parlais tout à l'heure. C'est un investissement qui est énorme. Et c'est un équilibrage aussi à trouver, justement, parce qu'on peut pas être là tout le temps. On peut pas être là tout le temps pour eux. Mais en tout cas, quand je suis là, j'essaye de vraiment être là. Et de vraiment leur dire qu'ils peuvent compter sur moi, quoi. Ils peuvent... Alors, il y en a un qui est trop petit pour comprendre, parce qu'il vient de naître. Et qui le ressent. Mais qui ressent ça, je pense. Exactement. Et l'autre qui commence à le comprendre... On a des échanges qui me font dire, bon, elle sait qu'elle peut me raconter des choses, que les questions aussi, elle a plein de questions. Hein. C'est l'âge des questions. Et c'est magnifique de pouvoir répondre à des questions qui paraissent en fait très naïves ou simples, mais en fait qui sont des questions sur lesquelles on peut discuter pendant pas mal de temps. Est-ce que tu as des valeurs familiales? Quelles sont les valeurs familiales les plus importantes pour toi? Je pense la convivialité, savoir recevoir les gens, faire en sorte que les gens se sentent bien chez soi, enfin chez nous, et justement de pouvoir leur dire qu'on est là pour les accueillir et pour... on a toujours un petit moment justement avec nos amis, et ma femme est
et aussi de cet avis-là, c'est que juste on leur prépare un repas et on leur propose, même à la dernière minute, de dire si tu veux passer, tu peux, on a un blanc de poulet en plus, ou enfin voilà. Et il y a une mezzanine avec un lit. Voilà, exactement. Ça, on leur propose beaucoup aussi de dire on a une chambre, si tu veux rester, tu peux. Et du coup, on a beaucoup de passages à la maison. Et pareil, je me dis pour nos enfants aussi, c'est de voir qu'il y a des gens, qu'on n'est pas les seuls référents, on n'est pas les seules personnes aussi, et qu'il y a plein de gens qui ont chacun justement des trajectoires de vie très différentes et qui traversent nos vies. Et du coup, c'est important que ces personnes-là aussi viennent chez nous et traversent la vie de nos enfants aussi. Ça, c'est quelque chose dont je suis très fier, de me dire qu'on fait en sorte que notre maison soit une maison ouverte et que les gens puissent venir. Mais ça, c'est mes parents qui me l'ont appris, je pense. Il y avait toujours beaucoup de monde aussi à la maison, il y avait toujours beaucoup de passages et j'avais toujours des conversations justement avec leurs amis, et je pense que ça m'a beaucoup appris. Ouais. Et justement, est-ce que tu as des traditions familiales particulières ? C'est marrant parce qu'on a souvent l'impression qu'on n'a pas de tradition, de choses qu'on répète. En fait, quand on a des enfants, d'un coup, on se rend compte qu'on a ces traditions-là, on a ces espèces de petits rituels ou de petits rites qui reviennent. Et c'est vrai qu'en ayant eu justement mes enfants, je me rends compte qu'il y a des choses que je répète, que ma mère ou que mon père faisaient. C'est quoi du coup ? Ça peut être des choses très simples, mais par exemple, là en ce moment c'est la saison des fèves, et j'ai un souvenir justement que mon père partageait justement les fèves avant le repas, et lui il se mettait à la table comme ça, et puis il posait ses petites fèves, il avait un verre de vin rouge, et puis voilà, il me donnait des fèves, j'étais à côté de lui, il me donnait des fèves, et de manière complètement accidentelle, je vois qu'en fait je suis en train de faire exactement la même chose avec... C'est pas si accidentel que ça. Voilà, non, c'est pas accidentel, mais c'est juste que ça m'a surpris. Je me suis dit, à partir de quelque chose d'aussi simple que juste un échange de fèves, j'essaye de reproduire aussi quelque chose, une espèce de tradition, de quelque chose ouais, un petit rituel, mais qui est un rituel autour de la fève, quoi, qui est pas... Il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de... Mais pour moi, c'est important. C'est justement aussi de faire découvrir cette espèce de... En fait, la saveur de la fève, c'est tout simple, quoi. Il n'y a rien. Pour le coup, on mange la fève sans beurre, sans sel, sans rien. Mais je trouve que c'est ce goût-là, en fait, qui a vraiment, pour moi, qui a une espèce de signification. Ouais. Donc, sur cette période, si on a envie de boire un petit verre de vin rouge et manger des fèves, c'est maintenant qu'il va venir chez toi. Voilà, exactement. Passe le mot aux auditeurs. Ouais, si vous aimez les fèves, c'est chez nous qu'il faut venir, quoi. Je te propose de passer au texte à trous. Ouais. Je commence les phrases, tu les termines. Ouais. Je n'ai jamais autant rigolé lorsque... Je n'ai jamais autant rigolé que... Enfin, je sais pas si c'est... J'ai jamais autant rigolé, mais en tout cas, j'essaie de me souvenir de la dernière fois que j'ai rigolé. Et la dernière fois que j'ai vraiment rigolé à gorge déployée, c'était hier soir dans la voiture. On rentrait justement de la plage. Les deux enfants étaient bien sûr réveillés, il était 10h du soir, on était complètement exténué, et ma fille qui commence à rigoler en fait, mais vraiment d'un rire hyper communicatif, et parce que en fait son petit frère la faisait rire, et donc du coup elle commence à rire et tout ça. Et nous on était tellement fatigués en fait que d'un coup on a commencé tous à rigoler, on était tous dans la voiture comme ça et explosé de rire. Et on savait pas trop d'où venait ce rire, mais c'était juste quelque chose qui était hyper communicatif. Parfois c'est ça aussi le rire, c'est que d'un coup on sait pas trop pourquoi et on est explosé de rire. Ok. Ouais. Ma plus grande source d'inspiration. Ma plus grande source d'inspiration, justement, pour en revenir à cette question de l'échec, c'est quelqu'un qui m'a dit une fois, et c'était quelqu'un qui était très âgé, il faut faire. Et c'est que en faisant qu'on apprend si on s'est planté ou pas. Et ça m'a toujours resté, parce que je me dis, il y avait quelque chose de vrai là-dedans, et il y avait quelque chose de très... surtout au vu de son expérience, de ce qu'il avait fait, etc. Ça m'avait beaucoup marqué de me dire, voilà, quelqu'un qui me dit de ne pas avoir peur justement de l'échec, et de pas avoir peur de faire les choses, et que c'est que en les faisant que justement on apprend quelque chose. Et ça m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Ouais. Je pense que la société devrait davantage valoriser l'humain, justement. Je pense que ton podcast justement fait la place à ça, mais c'est dur de... Enfin, c'est parfois... On perd de vue ça, je pense, assez facilement.
surtout dans la société marchande dans laquelle on vit. Et l'humain, parfois, en pâtit beaucoup. Et on perd de vue, en fait, le fait que derrière chaque chose, il y a de l'humain. Et derrière chaque aventure, chaque histoire, il y a aussi ça. Et on nous fait croire aussi que voilà, l'humain n'a pas sa place ou que les affects ou les émotions n'ont pas leur place dans ça. Et moi, ça m'arrive aussi de perdre de vue ça, parce qu'on est quand même souvent mis en compétition avec d'autres. Je sais pas, je me dis que si on arrivait à... Je pense que les gens ont du temps pour ça. Enfin, j'ai toujours confiance en fait que les rencontres, il y a quelque chose de tellement fondamental, de tellement important là-dedans que je pense qu'on perdra jamais de vue le fait que tout doit tourner autour de l'humain et que tout... c'est là la base, en fait, la condition sine qua non pour que tout fonctionne. Et que si on perd de vue ça, eh ben, on se plante en général. Mais parfois, ça m'arrive de vraiment partir sur une autre tangente et d'un coup, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? J'ai complètement... Dans ton métier ? Ouais, mais même... d'un point de vue perso ? Ouais, d'un point de vue perso, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je me forme à certaines choses ou que je passe plus de temps à faire ça pour moi ou pour... mais en fait, pour soi, oui, c'est important, mais sans perdre de vue aussi qu'il y a les autres autour, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment un équilibre, tu vois, tout est dans l'équilibre. C'est une histoire d'équilibre, en fait. La vie, histoire d'équilibre. Voilà, c'est ça, ça pourrait être le titre de l'épisode. Je te propose de passer à la question à l'inconnu. Ouais. Chaque invité pose une question au prochain invité. Ah oui. Donc je vais te poser la question de mon dernier invité. Ouais. Et la question est la suivante. Si tu avais à identifier ce qui te pourrit la vie actuellement, ça serait quoi ? Ben justement, le regard des autres, je pense, parfois. Ou de ce que j'imagine que les autres pensent de moi. Ça, pouvoir s'en débarrasser pour pouvoir justement faire de la place à ce que moi j'ai envie de créer, ce que j'ai envie d'être, que j'ai envie d'incarner pour les autres, plutôt que de se l'imaginer ou d'essayer de créer une espèce de narratif là-dessus, d'essayer vraiment de se débarrasser de ça au maximum. Je pense que les gens souvent se pourrissent la vie là-dessus, de se dire je vais essayer de faire ça pour que telle personne ou que telle... Et parce que souvent on essaie de recréer peut-être aussi la fierté qu'on n'a pas eue ou le regard d'amour qu'on n'a pas eu, ou enfin quelque chose qui est pour essayer de... C'est ton cœur ? Bah, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Je pense. Et c'est pour ça que, voilà, avec mes enfants, j'essaie de leur montrer que, quoi qu'ils fassent, en fait, il y aura toujours cet amour-là pour justement se dire, ils n'ont pas à se soucier du regard des autres, parce que si on leur inculque justement cette espèce de confiance en eux, ils n'auront pas à se soucier de la façon dont un tel va juger cette chose qu'ils vont faire, ou ça, de se dire non. Nous, quoi qu'il arrive, on sera fiers de toi. On passe au sujet qui pique. Est-ce que tu as un sujet, un comportement qui t'énerve ? Je prends du temps pour répondre à cette question parce qu'en fait, c'est vrai que souvent, quand il y a des choses qui m'énervent, j'essaie de les bloquer et j'essaie de complètement les ignorer pour essayer de rester complètement serein. Je pense que c'est pas la bonne solution. Mais c'est ta solution. Mais c'est ma solution pour essayer de vraiment de bloquer toutes les énergies un peu négatives, etc. Je pense que ce que j'aime pas justement, c'est les gens qui ont l'air d'être... En fait, les gens qui oublient en fait le lien en fait. Les gens qui oublient qu'il y a des façons de parler aux gens, ou il y a des façons de se comporter avec les gens qui sont importantes. Quand je ressens une espèce de complaisance ou de suffisance par rapport aux autres gens, là ça m'énerve. Je pense qu'on a tous besoin d'une parole ou d'un acte bienveillant à un moment donné de la journée ou de la vie. Et parfois on va parler à des gens justement de manière assez anodine, de manière assez... mais on a besoin en fait que les gens parlent, nous disent certaines choses. Et parfois quand tu sens que la porte est fermée, quoi, et que les gens veulent rester dans leur précaré. Et ça, je trouve que c'est toujours assez... parce qu'on est fait de liens, parce qu'on est fait de toutes ces rencontres qu'on a au quotidien, justement, on descend dans la rue, on va... Pour les gens, par exemple, dans la pension de famille, je sais que, par exemple, pour eux, de descendre
descendre dans la rue et d'aller acheter le pain et de pouvoir engager une conversation avec la boulangère, c'est hyper important. Et si la boulangère refuse cette conversation, c'est la seule possibilité de lien qu'ils auront pendant la journée leur sera coupée ou refusée. Je trouve ça fou qu'on puisse... Après, voilà, les gens aussi ont leur quotidien, leurs problèmes, qui peut aussi parfois les couper des autres. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop juger. Et parfois je me dis, mais qu'est-ce qui t'a... En anglais on dit, mais qui est-ce qui a chié dans ton porridge, quoi. Comment tu dis en anglais? Who shat in your porridge? C'est beaucoup plus joli en anglais. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens, tu sens que il y a quelque chose, quoi. Bon, alors après, justement, c'est intéressant aussi de se confronter à ces gens-là, parce qu'on se dit, bon, est-ce que je vais pouvoir réussir à... Enfin, est-ce qu'il y a une façon de leur faire voir qu'on est là, leur faire voir qu'on est... Et après, il y a aussi une acceptation que chacun est sur son chemin et qu'il a aussi le droit de refuser voilà, aussi. de discuter. Exactement. Sinon, on est dans le jugement. Voilà. Et c'est l'ambivalence. Mais ouais, ça peut parfois me... j'ai l'impression que c'est pas parfois. Non, je me trompe. C'est un peu tout le temps. Ouais, c'est... Ça pique, quoi. Enfin, ça vient. Ouais, parce qu'on fait communauté, quoi. On est fait de cette espèce de maillage. Là, dans le quartier, par exemple, je sais que les gens aussi ont cette conscience aussi du fait que, voilà, on va essayer de créer un quartier, quoi. On va essayer de créer une vie de quartier, parce que ça, dans des villes où ça n'existe plus, c'est où chacun reste chez soi, où on a peu d'échanges avec parce qu'on va au supermarché et que il y a plus de personnes derrière la caisse, qu'en fait on fait son paiement automatique, etc. avec des bornes. Ce genre de modèle-là de société, j'arrive pas à imaginer comment ça va améliorer les choses, en fait. Viens nous le dire. Ouais. Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais faire ou qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Je me dis que ça serait bien justement de finir avec un bon repas, avec plein d'amis. Ok. Des fèves? Il y aura peut-être des fèves en entrée, ouais. Ouais, d'avoir pu convier justement tous les bons amis, tous les gens qu'on aime autour d'une table, ouais, ça serait pas mal. Okay. Et de voir que au final on n'aurait justement pas complètement loupé sa vie parce qu'on a réussi à créer ça, quoi. Juste des bons amis, des bons échanges autour d'une table, ça serait beau, je pense. On passe au partage de vie. Tu vas retirer le dé. Ouais. Je te donne les règles. Ok. Si tu fais un chiffre pair, ouais. L'idée est que tu nous donnes le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Si tu nous fais un chiffre impair, ce serait de nous partager un des moments les plus douloureux que tu as vécu, mais surtout de nous dire en fait quelles ont été les ressources que tu as mis en place pour t'en sortir. C'est pas tant le moment le plus douloureux, mais surtout les ressources. Et bien entendu, tu rentres sur la profondeur que tu veux sur le moment douloureux. Ok. Il n'y a pas de... C'est floor easy. 3. Impair. Du coup, c'est... un des moments les plus douloureux que tu as traversé, et surtout, quelles sont les ressources que tu as utilisées pour le dépasser? Je pense que justement, étant enfant, je pense que j'étais assez souvent seul, et que pouvoir m'entourer justement dans ma vie d'adulte de gens qui comptent, et de gens qui importent, et de gens dont je ressens l'amour aussi, je pense que ça m'a aidé, ouais. C'est ce que tu as mis en place petit? Je pense que je le mettais en place peut-être étant petit, mais en tout cas je l'ai vraiment actualisé en étant adulte. Et je pense qu'il y a éviter la solitude en fait pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et comment y remédier, comment mettre en place justement des façons de faire dans le quotidien pour éviter qu'on se sente seul soi-même, et aussi éviter que les autres gens se sentent seuls. Ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est comment éviter ça. Et petit, est-ce que tu avais des mécanismes justement pour le dépasser? Si ça venait t'impacter, toi, de te sentir seul? Je pense, étant petit, c'était plus justement en fait, j'allais m'isoler plutôt, en pensant si je m'isole, je
je vais réussir à comprendre pourquoi je ressens ça ou des choses comme ça. Mais en fait, parfois, maintenant, en tout cas, je me dis, non, je vais réussir à dépasser ça en parlant avec les autres, en essayant d'être ouvert par rapport au fait que là, je me sens seul, ou là, je me sens dépassé, ou là, je me sens en échec. Et se dire que oui, on a toujours la possibilité d'en parler à quelqu'un et de faire de même pour les autres, en fait, de dire ma porte est ouverte pour aussi t'asseoir et discuter et te dire en fait voilà, on est tous traversés par ces questions-là, on est tous traversés par ce sentiment aussi parfois, alors ça peut être la solitude, mais ça peut être d'autres sentiments aussi tels que la tristesse et de dire on est là pour en discuter, on est là pour que justement on puisse ensemble dépasser ça. Donc petit, tu as mis en place du coup une solution de repli face à cette solitude en fait, qui était la solution du moment. Et en grandissant et en maturant, du coup tu fais l'inverse. Exactement. Pour dépasser. Parce que je pense que seul on n'arrive pas à trouver les solutions. Je pense que souvent on se dit que seul on va y arriver, ou seul on va pouvoir dépasser certaines choses. Et pareil, je pense que la société aussi nous encourage beaucoup à penser de cette façon-là, qu'on a les ressources nécessaires, on va réussir, etc. Mais c'est tellement plus facile avec quelqu'un d'autre. C'est tellement plus... Parce que cette personne-là aussi aura ressenti les mêmes sentiments, et que eux, ils ont les ressources aussi pour peut-être nous aider, nous éclairer, mais déjà, ne serait-ce que d'en parler, déjà, c'est énorme. De ne pas rester seul avec ces questions-là pendant des jours, mais au contraire d'aller de se retrouver au café du coin et de pouvoir en discuter avec quelqu'un, c'est déjà pas mal. C'est une bonne partie du chemin. Ouais. On passe à la question à un inconnu. C'est à ton tour de poser une question au prochain inconnu. Quelle question aimerais-tu lui poser? Alors, je réfléchis. Excuse-moi, je réfléchis. J'ai envie que ce soit une question qui soit cohérente. Si la vie est un chemin, qu'est-ce que tu as envie de créer sur la suite de ce chemin, quoi? Je te le redis, tu me dis si ça te semble cohérent. Carola, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Si la vie est un chemin, qu'est-ce que tu as envie de créer sur ce chemin? S'il y a encore des choses à créer justement sur ce chemin, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Qu'est-ce que tu as envie de parsemer sur la suite de ce voyage? Je te le refais, ok? Alors j'ai une super question d'un inconnu. Si la vie est un chemin, qu'est-ce que tu as envie de créer? Qu'as-tu envie de parsemer pour la suite de ce voyage? Très bien. Ça te va? J'aurais pas pu le dire mieux. C'est dans la boîte. On la garde. On passe au titre de l'épisode. Ce sont mes invités qui choisissent le titre de leur épisode. Est-ce que tu as quelques mots, petite phrase pour le titre de notre épisode? Simple comme une fève. Elle est belle. Comme une fève ou comme un échange de fèves, je sais pas, comme tu veux, mais... C'est toi. Simple comme une fève, c'est pas moi, c'est ton épisode, c'est notre épisode, mais c'est ton titre. Voilà. Simple comme une fève. Comme quoi, l'importance des traditions familiales et de la redescente, c'est chouette. Exactement. Simple comme une fève. Ce sera le titre de notre épisode. On passe à la dernière question. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Bertrand Lesca et je suis comédien. Comédien théâtre? Comédien de théâtre, et j'ai une compagnie et on crée des spectacles à deux. Et donc, du coup, on joue et on crée les spectacles ensemble et on les tourne un petit peu partout à travers le monde. Le monde, carrément? T'es parti où? Vous êtes parti où? Là, on va partir en Grèce et puis quelques jours après, on va partir en Chine. Génial. Et c'est quel type de spectacle? Alors, c'est des spectacles qui mettent en scène justement un peu le lien entre les gens, quoi. Donc, du coup, c'est hyper porté sur l'humain et sur les liens qu'on tisse au cours de nos vies. Donc, du coup, c'est de ça. Après, il y a toujours des thématiques assez différentes. Mais en tout cas, c'est beaucoup en interaction justement avec le public, beaucoup en interaction entre lui et moi. Et du coup, c'est des formes assez directes, assez frontales et très simples, comme une fève. Et du coup, qui sont censés quand même évoquer plein de choses sur l'existence. Cool. Voilà. C'est quoi le nom de la troupe?
Alors c'est Bertenassi. Ok. Et voilà, on joue un petit peu partout, on fait plein de projets un peu différents, mais tout le temps à deux. Tout le temps à deux et tout le temps en interaction quand même avec le public, ouais. Pour ça que le regard des autres quand même importe. Alors du coup, c'est quand même dingue si le regard des autres est hyper important, qu'il des fois te bloquer, c'est ce que j'ai compris, ouais. d'être comédien. Ouais, je pense que c'est complètement schizo. Il y a quelque chose de schizo, je sais pas. En tout cas, paradoxal. c'est ça. C'est un super dépassement quand même. Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais après, on peut quand même, même en faisant ce que je fais, on peut quand même être justement se bloquer dans certaines façons de jouer ou de sentir que les gens vont percevoir d'une certaine façon. Enfin voilà, c'est de dépasser ça. Et aussi pour être libre, pour pouvoir créer aussi ce qu'on a envie de créer. Ça, c'est aussi... Là, dans le nouveau spectacle, par exemple, il y a tout un passage où vraiment on part dans un espèce de truc complètement absurde. Et là, on a besoin, dans ce passage-là du spectacle, je pense qu'on a vraiment besoin de se dépasser et d'oublier en fait le regard des gens. Et ça, c'est intéressant parce que toute la première partie, elle est justement en interaction avec le public et vraiment sur la façon dont les gens nous perçoivent, etc. Et puis la deuxième partie, c'est essayer de décapsuler et voilà. de prendre de la distance par rapport à ce que les gens peuvent avoir, ce que tu peux imaginer que les gens pensent. Voilà, exactement. Et c'est un métier passion ? Ouais, c'est un métier, bien sûr. Enfin... T'as toujours voulu faire ça c'était dès petit ou pas ? Ouais, dès que j'ai commencé, donc j'avais 8 ans. Ah oui, ok. Mais métier passion, quoi. Ah ouais, non, il y a rien d'autre. C'était venu comment, du coup ? Eh ben, ça m'est venu, je pense, parce que j'aimais justement passer du temps avec les gens de la troupe. Enfin, même quand on était petit, il y avait des troupes quand même. J'aimais ce temps-là, cette espèce d'intensité, justement, des rapports humain pour créer quelque chose et que en fait c'est des rapports dans la vie de tous les jours qu'on a très peu, enfin de passer du temps justement parfois avec des inconnus et pouvoir se dire on passe un temps énorme à créer quelque chose, donc du coup il y a une mise à nu, il y a quelque chose aussi de l'ordre du relâchement aussi qui se met en place et qui peut nous emmener très loin. Ça me parle. Voilà. Mais passion, ouais, c'est ça qui est... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais... Quand j'avais écouté ton podcast, c'est ça que je ressentais. En tout cas, c'était le fait que ça soit un projet passion pour aller à la rencontre de certaines personnes. Et ça je pense que ça m'a parlé et ça m'a touché, ouais. Parce que je pense que, ce que je fais, c'est un peu aussi de cet ordre-là. Et j'aime sentir que, justement, les gens se donnent dans leur passion quand c'est pour aller aussi à la rencontre des autres, quoi. Créer le lien. Ouais, mais c'est paradoxal parce que moi, par exemple, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre qui me disait mais non, mais comédien, c'est la profession la plus autocentrée qui soit et tout ça. Et moi, j'étais choqué. Je me dis merde. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'en fait, je suis complètement autocentré. Regarde les autres. Voilà, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent ? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça m'a pas mal déstabilisé parce que justement, j'ai l'impression que qu'on essaye de créer, c'est pas ça, quoi. Ou ce que moi j'essaie de créer, c'est pas ça, mais oui, il y a quelque chose aussi Enfin, on fait ces métiers-là, on fait ces choses-là parce que aussi, on essaye d'y trouver un sens pour soi aussi, et de contrecarrer certaines choses. Est-ce que c'est ok pour toi ? Ouais. On déclue ? Ouais. Merci pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Bertrand. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour soutenir mon travail, je vous invite à partager et commenter. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Bertrand. Merci à